j'ai eu un parcours un petit peu qui peut paraître décousu, qui a longtemps été un complexe pour moi de me dire je suis pas stable. On me disait ça. Ah mais tu vas encore changer de métier. Ah mais tu sais pas encore ce que tu veux faire. Ben non en fait. Après c'était mes valeurs où je me suis dit finalement est-ce que ce métier il est en phase avec mes valeurs. Il y a eu des choix qui ont été faits. Mais c'est vrai que j'ai longtemps été complexée par mon parcours professionnel. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Éthique, le podcast qui reçoit des entrepreneurs qui entreprennent avec sens, qui donnent des valeurs dans leur business. Et aujourd'hui, pour cet épisode, c'est moi qui va l'animer. Donc qui je suis Amina, membre de la team Éthique, et je suis coach et formatrice IA. Et on s'est dit, qui de mieux qu'une femme pour pouvoir soutirer un maximum de valeur et d'informations à une personne qui entreprend, qui coach d'autres femmes justement qui sont dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter et nous expliquer un peu ton parcours? Alors donc moi c'est Lauriane, pas Laurine. Alors donc qui je suis et qu'est-ce que je fais? C'est vrai que je vis, c'est déjà bien. C'est toujours difficile pour moi de coller une étiquette à ce que je fais. On va dire que j'accompagne les entreprises et les femmes donc à révéler ce qui fait d'elles donc une personne unique pour bâtir un projet qui fait sens pour elles et qui leur permet d'impacter le monde avec justement ce qui fait sens dans leur vie pour la vision qu'elles ont du monde. Je ne sais pas si ce que je viens de dire est très français. En gros, ce que je fais, c'est que je permets donc aux entreprises, aux individuels, donc aux femmes, de révéler ce qui fait d'elles quelque chose, donc quelqu'un d'unique pour impacter le monde avec leur vision, tout simplement. Donc ça part donc du consulting et du coaching, donc d'aider à révéler finalement leur singularité, ce que j'appelle leur monopole personnel. Donc ça, on pourra jamais te voler ta place parce que finalement personne ne peut t'imiter quand tu es fidèle à toi-même. Donc à révéler qui elles sont, donc avec du coaching, à bâtir un projet qui fait sens pour elles, comme je viens de te le dire, en respectant leur vision. Et après, comment je l'incarne, comment je communique par rapport à ça, parce que c'est bien beau de construire un projet, si on ne sait pas le communiquer, on ne sait pas le montrer au monde, ça n'a pas de valeur. Donc c'est vrai qu'il y a du coaching, il y a du consulting, et il y a aussi de la prestation, donc de la communication pour déléguer pour les entreprises qui n'arrivent pas à gérer de leur côté ou à former les équipes. Mais comment t'es arrivé justement à ce cheminement, arrivé jusqu'à ça? Ça a été quoi exactement ton parcours? Comment t'as démarré? Alors, moi, professionnellement, j'ai démarré en tant que journaliste. Donc, c'est vrai que ça paraît à des années-lumière, en tout cas, de ce que je fais aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé 7 ans avec un cerveau en ébullition, avec plein d'idées, plein de projets, plein de choses qui m'animaient. Et pour être totalement honnête, c'était toute cette volonté de chercher ma place qui a été pour moi une problématique dans ma vie professionnelle, en tout cas, et je pense personnellement aussi, de me dire que je me sentais jamais à ma place. J'avais toujours l'impression de ne pas être assez. De me dire les autres font mieux que moi, ils font mieux que moi. Et quand tu es journaliste, tu vois, alors j'ai beau les études, avoir été validée, avoir trouvé un poste, quand je voyais des confrères et des consoeurs, je me disais ah mais ils sont tellement plus intelligents que moi. Mais moi qu'est-ce que je fais là? Mais moi j'ai rien à faire là, tu vois. Le syndrome de l'imposteur. Exactement. Et en fait j'avais toujours cette impression de pas être assez. Et puis j'avais aussi quelque part une volonté de faire de l'investigation en tant que journaliste, chose que je ne faisais pas du tout. Alors il y avait d'autres choses que je faisais qui étaient cool, hein, mais il n'y avait pas d'investigation. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, mince, c'est pas vraiment non plus ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que je peux faire? Et pour la petite anecdote, je me rappelle encore, j'étais dans un bureau avec un collègue et il me dit, ah, mais moi, si j'avais pas été journaliste, j'aurais été détective privé. Et là, je me dis, mais ouais, en fait, ça a l'air trop cool, ça, tu vois. Et là, j'étais en mode, ok, je regarde ce qui se passe. Et là, je fais, ok, il y a une école en France, il y a 13 places. Bon, bah écoute, pourquoi pas? 13 places, ouais. 13 places en France, il n'y a qu'une école. Il n'y a qu'une école. En tout cas, en 2013, il n'y avait qu'une école. Donc, je pense qu'il n'y en a toujours qu'une, d'ailleurs. Très peu. Et là, je me dis, je pense que tu as toujours drivé mes choix. Rien n'est impossible. En tout cas, à l'époque, je me mettais... Autant, j'avais pas confiance en me disant, les autres sont mieux que moi. Mais autant, je savais que je pouvais quand même y arriver. Tu vois, quand j'ai fait une filière aussi particulière en tant que journaliste, pareil, il y avait 15 places au niveau national. Et là, je me suis dit, ok, je vais voir mon patron qui était très cool, qui a compris. Et on a fait une rupture conventionnelle. Et donc, j'ai postulé au chômage en me disant, je ne sais même pas si je serai prise. En me disant, on verra bien. Et donc, j'ai passé... Et j'ai été prise. Et là, je me suis dit, trop bien, j'ai kiffé, c'était chouette. Après, c'était le trouver un emploi. Donc, j'ai bossé à Genève. Mais on fait quoi quand on est détective privé exactement? Parce que nous, on s'imagine un peu tout ce qu'il y a à la télé, tu vois, les filatures et tout. Mais c'est quoi dans les faits?
Alors, la filature, ça fait partie du job, mais il y a beaucoup de patience, beaucoup d'attente. Ça, c'est le côté moins cool qu'on voit beaucoup moins, évidemment, sur tout ce qui est dans toutes les séries et tous les films. C'est beaucoup d'attente, beaucoup de veille, beaucoup de recherche aussi derrière. Donc, Internet, malheureusement pour nous, aujourd'hui, on donne beaucoup trop d'informations. Donc, il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet. Donc, c'est vraiment beaucoup de recherche, beaucoup de veille, beaucoup d'attente et aussi de la filature, de la réflexion, aussi de chercher des stratégies pour avoir les informations, pour pouvoir imaginer aussi. Il y a beaucoup de profiling aussi dans ce métier. Et pour la petite anecdote, ma filature un petit peu, comment dire, dont j'aime bien parler, je suis partie au Danemark donc pour suivre du coup une cible qu'on avait. Et j'ai fait une filature en anglais avec un taxi. C'est incroyable. Déjà, cible, tu vois, au Danemark, tu te dis waouh. C'était surtout que j'ai un anglais pas génial, mais on s'en est sorti avec une collègue qui d'ailleurs, bref, on est en train de sortir du sujet du podcast. Et du coup, il a capté le gars, il s'est dit, c'est bizarre quand même, elles sont bizarres, on était deux avec une collègue. Et on lui a dit en fait qui on était, il a dit, mais trop bien, il était à fond. Et du coup, il a donné son numéro, il a dit, s'il y a besoin, je suis là et tout. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu un parcours un petit peu, qui peut paraître décousu, qui a longtemps été un complexe pour moi de me dire, je suis pas stable. On me disait ça. Ah, mais tu vas encore changer de métier. Ah, mais tu sais pas encore ce que tu veux faire. Ben non, en fait, tu vois, j'avais c'est un peu, en tout cas comme journaliste, j'avais le sentiment de pas être assez. Après, c'était mes valeurs où je me suis dit finalement, est-ce que ce métier, il est en phase avec mes valeurs? Je venais d'avoir mon fils, je me suis dit, ça va être très compliqué d'avoir une vie de famille. Donc, il y a eu des choix qui ont été faits. Mais c'est vrai que j'ai longtemps été complexée par mon parcours professionnel. Mais du coup, en fait, moi, je te comprends totalement parce que j'ai un parcours aussi assez atypique. Mais si tu devais retracer un peu tout ça, quel serait le point commun en termes de, enfin, tu vois, pour dégager un peu le cheminement que tu as derrière, quel serait le point commun que tu as entre toutes ces étapes, tu sais, le journalisme, détective privé, coach derrière, accompagnement, tu vois, et prestations envers les femmes. C'est quoi exactement que tu ressortirais de tout ça? Bah, je vais te répondre, ça va être très facile pour moi aujourd'hui parce que justement, j'ai travaillé sur mon Ikigai et sans le savoir, j'étais dans mon Ikigai. C'est-à-dire que moi, ce qui me motive et ce qui est un moteur dans ma vie, c'est de comprendre l'autre. C'est quoi d'être là. L'ikigai, alors on va venir à l'ikigai qui est mon outil chouchou que j'aime utiliser. Souvent, on le présente sur le diagramme de Venn, tu sais, avec les 4 cercles, avec l'ikigai au centre. Donc, tu as un cercle, c'est ce que j'aime. Le cercle, ce pourquoi je suis doué. Le cercle sur ce dont le monde a besoin. Et celui sur ce pourquoi je peux être payé. Et donc, l'ikigai serait au centre. Donc ça, c'est une imposture, c'est pas vrai, ça c'est pas l'ikigai japonais, tu vois, ça c'est vraiment quelque chose qui m'énerve à chaque fois que je vois ça sur les réseaux, je fais mais non, c'est pas ça l'ikigai. Ouais. Parce qu'en fait ça a été marketé pour l'importer, donc en soi c'est très bien, mais je trouve que c'est très réducteur parce que ça ramène l'ikigai, ça réduit l'ikigai à une mission de vie professionnelle. Ce qui voudrait dire que si tu fais pas ce que tu aimes, tu n'es pas dans ton ikigai, ce qui n'est pas vrai, tu vois, ça voudrait dire que tu as un job alimentaire, tu veux pas dans ton ikigai. Mais voilà, heureusement, en fait, tu vois. Et en fait, pour moi, l'ikigai, c'est d'avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Donc, ikigai, ça veut dire ça en japonais, avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et te lever le matin, donc pas toujours avec la patate, parce qu'on n'est pas des machines, mais en te disant que ce que je fais, ça a du sens, tu vois. Ce que je fais, ça a du sens, ça a de la valeur. Quelque part, avec mon empreinte, avec ce que je fais, je rends le monde meilleur, tu vois. C'est pas une version de développement personnel où je suis une meilleure version de moi, mais avec ce que je fais, en étant justement à ma place, dans mon ikigai, je rends le monde meilleur. Je me fais du bien et je fais du bien au monde. Ça, c'est ma version d'ikigai. D'accord. Et du coup, tout le monde peut travailler sur cet aspect-là. Tout le monde doit travailler sur son ikigai. Non, je plaisante, on n'est pas obligé de travailler son ikigai. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'ikigai, c'est 4 piliers, tu vois, central. Alors, d'où vient l'ikigai? Je pense que c'est important de le dire. Est-ce que tu sais, Amina, d'où ça vient? Sincèrement, moi, je ne connaissais pas avant de te connaître. Donc, et bah, tu vois, je suis très contente de te rencontrer juste pour ça. Non, je plaisante, bien pas juste pour ça. Ça vient d'une petite ville au Japon qui s'appelle Okinawa, donc qui est une des 7 zones bleues dans le monde. Est-ce que zone bleue, ça te parle plus ou pas? Non. Les zones bleues, c'est là où il y a la plus grande concentration de centenaires au monde. Donc, il y a 7 zones comme ça, donc 5, il y a un petit peu divergence sur les 2 autres qu'elles sont 7. On a remarqué que les gens vivaient plus longtemps que la moyenne ailleurs, donc il y avait plus de centenaires qui vivaient donc plus vieux, mais aussi en meilleure santé et plus heureux. Et on essaie de comprendre c'était quoi un petit peu les points communs dans ces zones-là. Et on a découvert, donc c'est pas moi, hein, c'est des chercheurs qui ont découvert donc l'ikigai qui vient du Japon, donc Okinawa, et qui quelque part met en valeur 4 piliers qu'on retrouve dans les autres zones.
Donc, le premier pilier, c'est l'hygiène de vie, tu vois, globale. Donc, ça, c'est un peu un truc classique. On se dit, ouais, on s'y attend, tu vois, c'est l'alimentation, c'est le mouvement. C'est le fait d'être en activité, donc autant en mouvement que cérébral, intellectuel, mais avec ce sens de contribution. Le D'accord. troisième, c'est de mettre du sens, de sentir utile dans ce que tu fais. Donc, d'avoir un rôle à jouer dans ta vie, c'est-à-dire au niveau perso, au niveau pro, de te sentir utile. Et la dernière, qui est un petit peu souvent pas compris, c'est étonnant, c'est la souplesse. Ouais. C'est La quoi la souplesse, souplesse? C'est savoir la lâcher du souplesse mou? du corps, mais aussi la souplesse d'esprit. Ouais. Tu vois? Parce que quand tu es rigide dans tes pensées ou que tu te dis oui, ça doit être comme ça et c'est pas autrement, et puis quelque part, on est dans ce contrôle et pas avoir cette souplesse, et bien finalement, tu te rigidifies, tu vois, au niveau du corps, ce qui amène des blocages, ce qui amène quelque part au niveau du système nerveux un mauvais fonctionnement et ce qui se répercute sur ta santé et donc sur ton mental, sur l'aspect psychologique. Donc Mais c'est dur, hein. C'est un aspect qui est difficile à travailler, hein. oui, c'est pas facile, effectivement. En fonction des tempéraments, ça peut être plus ou moins difficile. Toi, dans ton quotidien avec les personnes avec lesquelles tu travailles, donc du coup, c'est des femmes qui sont entrepreneuses, c'est quoi l'aspect le plus difficile que tu rencontres chez elles, parmi ces 4 piliers? C'est pas que des femmes qui entreprennent, des fois qui veulent entreprendre ou qui se posent des questions si elles le veulent entreprendre. Donc, il D'accord. n'y a pas forcément que des profils d'entrepreneurs. Les questions, en général, c'est ce que je te disais juste avant, c'est ce syndrome de l'imposteur, de jamais être assez, de pas faire assez bien, parce qu'on a justement cette vision de la réussite qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire qu'on se dit, pour réussir, il faut que je fasse telle ou telle chose. Donc déjà, quand ça vient pas et souvent ça vient pas de soi, c'est-à-dire que ça vient de ce qu'on a lu, de ce qu'on a vu, de ce que les gens disent, de ce que la société véhicule. Et donc ça te met une espèce d'idée, ou des idéaux, tu vois, à atteindre, qui te paraissent, ouais, mais en fait moi je me sens pas, j'y arrive pas, je suis pas assez bien, je me sens pas assez compétente, je me sens pas encore assez formée, Ouais. il me faut encore d'autres outils. Et moi j'ai été comme ça, tu vois, de multiplier les Comment t'as formations. fait pour passer outre tout Bah, ça? c'est pas facile de te répondre. Qu'est-ce que j'ai fait pour passer outre ça? Je pense qu'il n'y a pas une chose. Malheureusement, j'ai pas une recette magique, tu vois. Je pense que d'avoir travaillé sur moi, d'avoir mûri aussi avec le temps, d'avoir pris des gamelles aussi, tu vois, de m'être cassé les dents dans mon parcours d'entrepreneur qui a impacté ma vie perso. Je pense que ça m'a amené beaucoup plus de douceur envers moi-même, d'empathie envers moi-même, d'amour de moi-même, tu vois, mais pas dans ce truc de l'ego démesuré, mais de me dire, ok, en fait, Tu te donnes de la valeur. exactement, se donner de la valeur, voir sa C'est énorme. valeur. Ikigai, c'est génial pour ça, C'est voir sa énorme. valeur. Parce qu'on aime voir tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on fait pas assez, mais pas assez tout ce qu'on fait déjà très bien. Ouais, ouais, ouais. Et On je pense que tu me rejoindras dessus. Quand on donne de la valeur à ce qu'on fait, on a aussi plus de facilité à encaisser l'échec, entre guillemets, ce qu'on appelle l'échec ici. Exactement, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est-à-dire que du principe où tu sais qu'il y a des choses que tu le fais avec la meilleure intention et tu sais pourquoi tu le fais, ça a sens pour toi, et je dis toujours les résultats ne nous appartiennent pas. Ouais, C'est-à-dire que tu fais les choses, tu sais comment tu les fais, tu mets de toi, tu vois, dans l'entrepreneuriat, c'est le cas, tu mets de toi en fait, et ça qui est dur, c'est qu'on va se juger nous, et c'est ouais, nos résultats en fait, tu vois, c'est parce que tu vas pas réussir à avoir 30 000 cas sur LinkedIn pour un petit clin d'œil à la team éthique, que t'es moins bien, que t'as pas de valeur, que tu vois, et en fait, tu te dis ok, en fait, et t'acceptes plus facilement effectivement l'échec. ouais, Bon, ouais, ouais. C'est difficile l'échec, hein. Surtout quand on est à son compte, quand on n'a pas eu toutes ces notions. Déjà, en fait, je trouve que, tu vois, dans notre parcours, du début à la fin, l'échec scolaire, déjà, il est difficile à encaisser. On n'apprend pas dessus. Après, quand tu passes salarié, c'est pareil, hein, tu vis difficilement l'échec parce que tu as l'impression d'être jugé, tu as l'impression de jamais être assez bien, comme tu dis. Donc, quand tu tombes, c'est l'ego prend un coup. Quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, on t'a pas formé à ça généralement. Donc là, tu tombes et tu t'attendais pas à tomber parce qu'on te vend que du rêve autour. Et là, c'est encore plus dur. C'est un vrai travail sur toute une vie, en fait, finalement. Je pense, oui, c'est un travail de toute une vie. Je pense que c'est comme quand on parle de connaissance de soi, on se connaît jamais assez, hein. De toute façon, on n'aura jamais toutes les réponses. Et c'est intéressant, tu as commencé par l'école, tu Ouais, vois, l'échec à l'école. Parce que, alors, ouais. je sais pas si ça a changé, mes enfants sont dans une école alternative, donc je ne sais pas, il me semble je sais pas s'il y a encore des notes dans l'école publique. Euh, Malheureusement, oui. il y a encore des notes dans l'école publique.
C'est bien ce qui me semblait, mais j'ai entendu il y a pas très longtemps qu'il y en avait plus, donc ça dépend peut-être des écoles. Mais effectivement, du moment où de toute façon on va te noter et on va te faire comprendre que c'est pas bien. En fait, on va Ouais, pas te dire, on va pas te montrer forcément ce que tu. Bien sûr, il y a des profs qui le font. Attention, je suis pas en train de dire l'école c'est pourri, les profs font n'importe bien quoi. sûr. Mais tu as beaucoup cette. Tu te sens, enfin en tout cas moi je m'en souviens, quand j'avais pas une bonne note, je me sentais nulle, je me sentais pas bien, pas jamais assez bien. Et en Moi, plus une fois, j'avais je mes suis parents rentrée. qui me Tu disaient, sais, moi, une fois, je suis rentrée, j'étais en primaire, j'ai ramené mon bulletin, j'avais eu 17/20, 17,82. Alors, c'était en CM2, tu vois, je m'en souviens encore aujourd'hui, c'est un traumatisme. Mais j'étais deuxième, j'étais pas première. Pour moi, c'était un échec. C'était difficile, tu vois. Et je m'en souviens encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, je prends du recul, je me dis, mais franchement, t'abuses, quoi. C'était rien, tu vois. Mais on accorde tellement d'importance à ça, à la comparaison, à la notation, la valeur on se définit par rapport à une note et un classement, et pas par rapport à ce qu'on est. Or que on peut être moins bon dans une chose et excellent dans une autre, et même excellent dans quelque chose qui n'est pas à l'école, en fait. Et ça, on nous le dit pas. et mais ça rejoint, tu sais, les intelligences multiples. En fait, tu as 8 intelligences multiples et en fait, on a tous des intelligences différentes. Et souvent, on va valoriser les intelligences académiques. Donc, tout ce qui est lié aux langues, tout ce qui est lié au calcul, aux mathématiques. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce que tu as dit, c'est que tu avais 17, mais que tu étais deuxième, du coup, c'était pas assez bien. Ouais. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que souvent, et c'est ce que je dis, c'est quand on n'a pas conscience de notre potentiel et de nos talents, on a beau l'avoir, on ne lui donne pas de place. En fait, on voit pas tout le potentiel qu'on a. Alors que les autres, ils vont dire, ouais, mais t'es doué là-dedans. Mais si toi, tu le vois pas, en fait, tu vas pas Ouais. l'utiliser, tu vas pas pouvoir le mobiliser autant, en fait. Et c'est là où parfois c'est dommage, c'est que on a beau faire les choses de façon, tu vois, moi, dans mon parcours professionnel, mais je travaillais très bien, tu vois, j'étais pas quelqu'un, au contraire. Mais moi, je me trouvais jamais assez bien, en fait, tu vois. Et du moment où Ouais. t'as pas cette confiance interne qui vient, tu auras beau avoir des valorisations externes, en plus, elles n'auront pas d'importance, elles n'auront pas de valeur. Ou moins de valeur que ce qu'elles pourraient avoir si tu avais toi confiance en toi et tu t'aimais et tu te dis, ok, même si j'y arrive pas, je suis bonne ailleurs et c'est ok comme ça, tu vois. Ouais, ouais. On a tous nos forces et nos faiblesses dans des domaines différents. Ça a été quoi, toi, ton déclic, en fait, justement, pour prendre conscience de tout ça? Je crois que ça rejoint ta question d'avant, je t'ai dit, je sais pas trop quoi te répondre à cette question. C'est Euh, difficile, hein, comme question. ouais, c'est difficile parce que je pense que, enfin, j'ai pas eu un déclic. Tu vois, c'est vrai que des fois, on aime bien trouver le truc. J'ai pas eu un déclic. Enfin, j'essaie de Ça réfléchir s'est comme fait ça. naturellement? Je pense que ça s'est fait sans que j'en prenne vraiment conscience, tu vois. Ça s'est fait. C'est là où des fois on me dit, ah, mais comment t'as fait ça? Bah en fait, j'en sais rien. Je crois que j'ai fait confiance, tu vois. On est croyante, tu vois. J'ai fait confiance. J'ai remis ma vie quelque part en me disant, j'ai confiance. Tu vois, quand t'as la foi déjà, tu vois, tu te dis, ok, tout ce qui va m'arriver, ça arrive pour une bonne raison. Déjà, quand tu te dis ça, tu t'enlèves une Ouais, responsabilité de dire, oh, j'ai peur ouais. d'échouer, j'ai peur de pas y arriver. Ok, je remets aussi. Les résultats de ce que je fais à quelqu'un d'autre que moi. Même si je prends la responsabilité de faire les choses, j'ai mon libre arbitre, je sais où je vais, je sais ce que je fais, mais j'ai pas la main sur les résultats. Donc déjà, ça t'enlève une charge. Et puis après, comme je te disais, c'est de te dire, ok, en fait, je suis pas parfaite, personne ici-bas n'est parfait, tu vois. Mais je sais où j'ai de la valeur à apporter, je sais ce que j'ai à apporter. Et en fait, d'être dans ton monopole personnel, d'être à un endroit où tu es valorisé parce que tu mets en avant, tu utilises tes talents, tu es dans ta zone de génie, bah ça facilite en fait. Je sais Ouais. très bien que sur des sujets où je suis nulle, où je suis ah, je sais rien du tout, tu vois, et il y a aucun problème. Il y en a d'autres qui Ouais. sont très doués comme ça et en fait chacun a apporté, tu vois, il y a pas quelqu'un qui apporte tout à tout le monde et d'autres qui apportent rien. On a tous quelque chose à apporter. Et identifier Super. là où tu as quelque chose à apporter. C'est pour moi, c'est ce qui te donne confiance en toi, en tout cas, qui te facilite ton chemin. C'est des choses avec lesquelles tu travailles avec les personnes, justement, qui viennent te voir? Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que l'ikigai, je reviens souvent sur l'ikigai, tu vas beaucoup parler de ça, mais c'est Ouais. monopole personnel, ikigai, pour moi, ça se rejoint. C'est deux notions. En fait, ikigai, c'est un petit peu galvaudé. On a tellement entendu parler que c'est vrai que j'évite d'en parler trop sur les réseaux pour pas qu'on m'étiquette trop ikigai. Mais pour moi, c'est pas qu'un outil, c'est aussi une philosophie de vie. Et donc, dans un des cercles, tu vas travailler sur tout ce qui est ce pourquoi je suis doué. Donc, tes talents, tes compétences, ta zone de génie. Donc, forcément, tu vas pouvoir mettre en valeur, ok, moi, je suis doué dans ça. C'est pas forcément une expertise, c'est peut-être plein de choses différentes d'ailleurs. D'accord, d'accord. Et tu vois, admettons, tu vois, quelqu'un vient te voir pour ça. Euh, Généralement, ça se passe comment? Alors, viens me voir pourquoi exactement. Pour essayer justement, tu vois, de débloquer un peu tous ces aspects dans son business, tu vois, parce que forcément c'est lié. Si toi, j'imagine, hein, tu me diras, si toi personnellement tu as des blocages, tu as
des freins comme ça qui viennent et que tu as du mal à te donner de la valeur Ouais. et à te centrer, je pense que ton business aussi, tu vois, ça se ressent dedans. Et tu as du mal à avancer, à le faire avancer. Et comment est-ce que tu travailles en fait ces aspects avec ces personnes-là? Quelqu'un vient, tu vois, comme moi, admettons, je te dis, voilà, je fais beaucoup de choses à la fois, j'ai du mal à me concentrer, j'ai l'impression d'être en échec tout le temps, je suis un peu perdue. Comment tu peux m'aider? Alors, moi, la première chose que je fais déjà, c'est que je fais un espèce d'audit de la zone de confort. Alors, Ouais. zone de confort, on est toujours il faut sortir de sa zone de confort. Pour moi, c'est un terme qui est hyper, tu vois, ça a plus de sens aujourd'hui, on dit ça pour tout et n'importe quoi. Alors que être dans sa zone de confort, il y a un certain avantage. Il y a même beaucoup d'avantages de sa zone de Ouais. confort. Et donc, j'audite la zone de confort et l'ikigai pour voir aujourd'hui, ok, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui fait que ça va pas dans ta vie? Est-ce que c'est parce que financièrement, bah, ça va pas? Est-ce que c'est ta santé mentale qui est à, tu vois, je l'ai fait noter de 0 à 10, est-ce qu'elles sont à 2? Dans la contribution, est-ce que tu te sens contribuer ou pas? Est-ce que tu es entouré? En fait, tout ce qui va, pour moi, te permettre d'avancer sereinement dans ton entrepreneuriat et dans la bonne direction. Donc, j'audite ça. Et en fonction de ça, donc, je construis un accompagnement personnalisé qui va reprendre donc, les principes d'ikigai, de monopole personnel et du slowpreneuriat, si c'est l'entrepreneur, de bâtir un projet qui va à la fois respecter son ikigai, mais aussi respecter sa réalité de vie. Ça, c'est aussi important. Et ce que je viens de découvrir il y a quelques semaines que je suis sur ça, c'est aussi tout ce qui tourne autour du cycle nerveux, et donc qui rejoint le cycle menstruel. C'est assez sous-coté dans le business, on en parle peu, mais un système nerveux qui n'est pas équilibré, ça t'empêche d'avoir une bonne clarté mentale. Ça veut Donc dire c'est quoi un système nerveux équilibré? Alors, c'est un système nerveux équilibré, c'est un système où il y a moins d'anxiété, où tu as enfin, pas peu d'anxiété, mais tu as moins d'anxiété, où tu as une bonne digestion. C'est plutôt la question, c'est comment on sait qu'on a un système nerveux pas équilibré? C'est peut-être Ouais. plus ça qui va aider. C'est par exemple, on a une digestion qui est pas folle, sans rentrer dans les détails. C'est on a un mauvais sommeil, on a du mal à trouver le sommeil, on se réveille beaucoup la nuit. C'est dans la journée ou le matin, on a quand même des coups de pompe et on cherche des tips, tu vois, pour aller mieux parce qu'on n'arrive pas à tenir. C'est beaucoup d'anxiété, tu vois, du stress, de l'anxiété, manque de ça peut être la manque de patience avec, par exemple, nos enfants. Toutes ces choses qui montrent qu'on a un système nerveux qui est soit sursollicité, qui est fatigué. Donc, c'est intéressant, quand tu travailles dans l'entrepreneuriat, pour moi, de chercher à soutenir ton système nerveux, de chercher à prendre soin de ton fonctionnement. Mais tu sais ce que tu décris là, j'ai l'impression d'entendre la description de toutes les femmes que je connais. Que ça soit salariée ou dans l'entrepreneuriat, tu vois. En tout cas, Oui. toutes les femmes actives que je connais, celles qui ne le sont pas, qui généralement sont à la maison, peuvent l'être aussi. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes comme ça, hein, quand on travaille, de se dire, parce qu'on a beaucoup de charge mentale entre le travail, prendre du temps pour soi, pour son couple, pour les enfants quand on en a. Tout ça, c'est un équilibre qui est difficile à atteindre au final. Eh ben, tu sais, ça rejoignait tu parlais des femmes, les problèmes qu'elles ont, mais c'est ça, je crois, c'est de vouloir être parfaite partout, d'être partout en même temps, de rien vouloir être, entre guillemets, moins, tu vois, il faut qu'on soit une épouse présente, une maman attentionnée, une super entrepreneur ambitieuse qui va viser les 10K, d'être, tu vois, d'être partout à la fois, mais ce qui est impossible. C'est impossible. Et surtout, c'est d'être comme toi dans cette OK, je peux pas être parfaite, je fais de mon mieux. Et aussi, c'est quand tu me dis comment tu fais, bah, c'est de faire du tri en fait dans certaines choses. Qu'est-ce que je peux retirer? Et j'ai une de mes clientes qui était, mais elle disait oui à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'était pas entrepreneur, mais Ouais. elle a repris une activité de salarié d'ailleurs à la fin de enfin pendant notre accompagnement. Et elle me disait, mais je dis oui à tout le monde en fait. C'est-à-dire que j'ai du mal à dire non. C'est dur. Ça doit être dur pour elle psychologiquement en termes de Je charge. pense qu'on est beaucoup à ne pas oser dire non, ne pas vraiment savoir dire non, tu vois, en fonction des tempéraments. Ouais. Euh, D'avoir l'impression que si on va dire non, on va moins nous aimer. Que si on dit non, c'est qu'on n'est pas, qu'on On n'est prend pas pas soin des capable. autres. Ouais, ou on n'est pas capable, effectivement. Il faut savoir dire non. Ouais, ouais. C'est un vrai problème de société. Tu vois, c'est moi j'ai croisé hein, des voisines, et elles ont l'impression, elles me voient comme quoi genre je sais tout faire, si c'est tout. Je leur ai dit, mais en fait, on est toutes pareilles. Hein. Moi, il y a des moments où je rentre, on m'entend crier sur mes enfants, on a l'impression que je suis une hystérique parce qu'en fait, je craque de ma journée et j'ai un peu moins de tolérance sur certaines choses. Il y a des jours, j'ai pas envie de faire le ménage. Il y a des jours, j'ai pas envie de ça et tout. Et il faut savoir s'écouter, tout simplement. Hein. Et d'ailleurs, un super truc pour ça, c'est pas un tips du tout, et je sais pas si on a déjà en parlé ensemble, c'est le cycle menstruel. Ouais. Vraiment pour moi, pour les femmes,
c'est un game changer. Tu connais comment ton cycle fonctionne, tu pars avec une longueur d'avance dans ta vie, tu vois. Et moi, j'ai découvert à 30 ans comment ça marchait. C'est quoi, pendant ton cycle menstruel, on sait tous, hein, les hommes, on rigole un peu, on est un peu plus irritable, un peu plus fatigué aussi, forcément. Et ça se résume qu'à ça ou pas, finalement? Alors non, c'est hyper réducteur justement, mais c'est ça en général quand on parle du cycle. Ah bah oui, j'ai mes règles une fois dans la semaine et puis on me dit je suis insupportable et que parce que j'ai mes règles. Non, c'est pas ça. En fait, moi j'aime bien diviser le cycle menstruel en 4 phases. Donc tu as la première phase, on va commencer par après tes règles. En général, tu as un pic d'énergie, tu es hyper déterminé, tu as vraiment confiance en toi pour le coup, tu vois, mais c'est lié à ce qui se passe de façon au niveau des hormones. Ce que je t'explique, c'est lié aux hormones. C'est-à-dire que c'est pas moi qui a imaginé ça. Tu as une montée d'oestrogène juste après tes règles, ce qui te donne en fait cette confiance d'y aller. Donc si tu as un vrai challenge et que tu peux choisir, C'est là qu'il faut le faire. après tes règles. Exactement. Autour de l'ovulation, donc après un cycle, on va dire en moyenne, le cliché c'est 27, mais évidemment, ça dépend chacun et chacune. Il faut savoir s'observer. Mais on va dire que là, on est obligé de schématiser parce qu'on ne va pas commencer à rentrer dans les détails. Autour de l'ovulation, qui est autour de J14, donc J1, c'est le premier jour donc, de tes règles. J7, J8, c'est la phase d'après-règles. J14, c'est autour de ton ovulation. Donc, c'est J14 après tes premières... Donc, t'as coulé de sang, quoi. Enfin, bref, désolé pour les détails pour ceux si personne nous en mangeant, j'espère. Donc, autour de l'ovulation, tu rayonnes, t'as un côté où t'aimes aller vers les autres, t'as ce contact social facile, t'es en plus empathique, tu vois, t'es dans cette capacité à rencontrer plus de monde et à fréquenter plus de monde. Il y a des moments où tu sens que t'as envie, tu vois, et d'autres, t'as pas envie. Et après l'ovulation, autour, on va dire la dernière semaine entre J20, J27, J28, c'est la phase prémenstruelle et c'est souvent celle-ci qui est plus difficile à vivre parce que tu as cette chute de l'oestrogène et de la progestérone qui vient un petit peu en pic comme ça, qui donne une impression d'avoir des lunettes grises, que rien ne va. Il y a des moments où rien ne va dans ta vie, tu as l'impression que le boulot ça va pas, que ton mari t'as envie de divorcer 40 fois, que tes enfants tu vas les passer par la fenêtre en fait. Parce que d'un point de vue hormonal, en fait, tu as beaucoup de choses qui se chamboulent. Donc, c'est physiologique, tu vois, c'est pas dans la tête. Pour le coup, c'est physiologique. Et je pense que, et je l'ai constaté, plus tu prends soin de toi, plus tu respectes ta réalité de vie, et moins cette phase prémenstruelle, elle est hors pathologie. Or, cette phase prémenstruelle, elle est difficile, tu vois. Et moi, je le vois. Par contre, tu as un pic de créativité à ce moment-là. En fait, c'est-à-dire qu'il y a tu as des super pouvoirs dans chaque phase de ton cycle. Et à ce moment-là, tu es super créative. Et tu as aussi quelque part la capacité d'aller déceler ce qui ne va pas dans ta vie. Par contre, pas de décision. Pendant tes règles, tu as les hormones qui chutent, tu vois, qui sont très basses. Tu reprends ton petit carnet avec tout ce qui ne va pas. Donc, le divorce, les enfants séparés, changer de métier. On va voir plus tard, dans 2 semaines. On en rediscute. En fait, là, tu te poses, tu prends pendant tes règles, en fait, parce qu'au niveau hormonal, c'est assez calme. T'as pas envie de voir beaucoup de monde. Souvent, t'es un peu dans ta grotte. Après, ça dépend chacun et chacune. On va dire, c'est des clichés, mais ça se retrouve chez beaucoup de femmes. Et là, tu te dis, OK, t'as la vision, t'as une façon, tu peux déterminer plus facilement où t'as envie d'arriver, parce que t'as une vision plus claire de où t'en es et où t'as envie d'aller. Donc, si tu dois travailler sur ton pourquoi, sur ta vision, où là, on t'as envie d'aller, fais-le pendant tes règles, en fait. Et prends ton petit carnet avec tout ce qui va pas. Ok, mon mari, je vais le garder, mes enfants aussi. Bon, mon boulot, finalement, bon, ça va pas. Pourquoi ça va pas, tu vois? Mais tu sais, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que quand tu comprends ça, du coup, t'organises plus ta vie forcément en fonction aussi, tu vois, du mois, des jours qui s'écoulent, de l'année scolaire pour certains, et ainsi de suite. Mais en fait, tu peux t'organiser autour de ça. Et en fait, quand t'es une femme et que tu as la chance de pouvoir être à ton compte et gérer ton temps, ben dans ces cas-là, tu peux t'organiser autour de ça pour justement être le plus efficace possible et être le mieux mentalement aussi possible, j'imagine. Exactement. Après, c'est pas toujours. Toi, moi, aujourd'hui, ça va faire 4 ans que j'ai découvert du coup comment fonctionne mon cycle menstruel. Je suis pas là à organiser tout mon emploi du temps en fonction. Mais effectivement, si j'ai des challenges ou des choses qui vont me challenger, je vais me dire, OK, là, je sais que c'est en phase après-règle. Tu vois, je me dis, là, ça va être intéressant de le faire à ce D'accord. moment-là parce que ça va m'aider. Et quand tu manques de confiance ou des fois, alors, c'est pas un tips infaillible et qui marche à tous les coups. Mais tu vois, si tu as besoin d'un petit peu de confiance, bah, essaie de faire les choses la semaine après tes règles. En fait, quand tu n'as plus tes règles, tu vas Ouais. voir, ça va faciliter les choses. Et surtout, je pense que ça t'amène de l'empathie envers toi-même. On en parlait tout à l'heure. De savoir s'aimer, de savoir se respecter. Et quand tu connais comment tu fonctionnes, tu te dis, OK, là, j'en peux plus. Bah, c'est normal, en fait. Là, je suis en phase prémenstruelle. J'ai moins d'énergie. C'est physiologique. Les muscles, qui se détendent sous l'effet de la progestérone. Donc, t'es moins dynamique, en fait. C'est physiologique. Ouais. C'est pas dans ta tête. Ouais.
C'est ouf, on fait un cours de sciences, Ouais, de je te sciences de la jure. vie en même temps. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire, OK, on est la même personne dans notre vie perso, dans notre vie pro, et mieux tu te connais, mais pas que dans la tête, en fait, ton corps, comment il fonctionne, Ouais, et plus tu vas pouvoir faciliter ton entrepreneuriat, tu vois. On nous dit, oui, c'est pas un sprint, c'est un marathon. OK, mais tu me donnes quoi comme outil pour me soutenir et me respecter, en fait? c'est ça, c'est Je ça. t'écoute, tu Donc, vois. donc tu vois, en gros, il faut qu'on apprenne à prioriser, il faut qu'on apprenne à s'écouter, à comprendre notre corps. Et j'ai envie de dire, il y a un dernier aspect qu'on n'a pas forcément évoqué, qui, je pense, impacte aussi beaucoup notre personnalité et du coup notre business. Ça va être tout ce qui est mythe culturel qu'on nous transmet un peu inconsciemment, tu sais, et qui font que, comme tu disais, on se sent pas forcément assez capable. On a l'impression de devoir toujours dire oui à tout, de devoir toujours tout faire. C'est des choses, en fait, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte parce que bon bah on a grandi comme ça, culturellement on nous a transmis ça, c'était comme ça des générations qui suivent. Sauf que notre société a évolué. On fait pas. Aujourd'hui, les femmes ne travaillent pas comme elles travaillaient il y a 20 ans, comme elles travaillaient il y a 40 ans. On n'a pas les mêmes responsabilités. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez difficile en tout cas. Est-ce que tu veux parler du côté en tant que femme ou du fait d'avoir un mode de vie qui nous pousse à être Un peu productive, les à être deux. partout? Un peu les deux. Un peu les deux parce que je trouve que ça se rejoint fortement hein, quand même. Alors, moi, je trouve que ce qui est intéressant, tu me dis, on travaille plus comme on travaillait avant. Je pense qu'il y a quand même une histoire de mémoire collective, tu vois, en tant que femme. Alors, on me dit que je suis féministe. Alors, j'aime pas forcément le mouvement, tu vois, la mouvance derrière. Mais quand même, il y a un historique, tu vois, au niveau des femmes. Quand tu comprends comment le droit des femmes s'est construit, tu te dis, OK, il y a quand même un passif, tu vois. Quand tu apprends Ouais. que les femmes, dans les années 80, quand elles touchaient le chômage, elles n'en avaient pas si elles avaient un mari, ben, en fait, tu te dis, OK, quand dans Bah, les les années... années 80. C'était il y a pas longtemps, années Ouais, 80. ouais, Ouais, c'est c'était pas il y long. a pas très longtemps. En fait, il y a beaucoup de droits qui ont été construits par rapport à leur mari, si elles avaient un mari, si elles étaient toutes seules, etc. Et je pense qu'on a eu du mal à prendre notre place en tant que femme parce que les femmes ont toujours travaillé, mais c'était pas valorisé. Tu vois, par exemple, ta Ouais. grand-mère, je sais pas, je pense pas qu'elle était chez elle quand les enfants étaient à l'école, sous le canapé allongé. En fait, elles ont toujours fait des choses, les Ouais. femmes. Elles ont soutenu Ouais. les hommes dans leur métier. Moi, je vois mes grand-mères, elles ont été, c'est pas des femmes qui ne faisaient rien. Mais on leur Elle dit, était ouais, hyper j'étais mère au active. foyer. Elle faisait rien. Bah non, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Mais Et c'est dans tous les difficile, cas, hein, le terme. éduquer des Je trouve enfants, que c'est pas rien, tu vois. le terme mère au foyer, je trouve qu'il est violent, il est difficile. Ouais. Moi, je me rappelle, parce que moi, j'ai grandi, ma mère était mère au foyer, ma grand-mère aussi l'était. Et c'est vrai que quand à l'école, tu vois, quand on te demande la profession des parents, et tous, en fait, ils ont des parents qui travaillent, la maman qui travaille et tout, et toi, tu dis mère au foyer, t'as l'impression que c'est hyper réducteur par rapport aux autres, et tu as envie de dire, ben ouais, en fait, ma mère, elle est à la maison, en fait, elle s'occupe de nous, mais d'autres choses aussi, c'est quand C'est même clair. active, en fait. C'est clair. Il y a aussi ça, c'est ça aussi, c'est que être mère au foyer. Et j'ai une de mes clientes qui était comme ça. En fait, elle avait un projet professionnel. Elle s'est rendue compte qu'avec sa réalité de vie, c'était pas possible. En fait, clairement, elle s'est dit, je vais me cramer 4 enfants en bas âge, impossible. Et elle m'a dit, mais moi, en fait, je sers à rien, tu vois. Et je me Ouais, suis dit, waouh, c'est hyper violent de se dire ça. ouais, Et en fait, on a été travailler autour de sa vision, tu vois, de ce qui l'inspirait, etc. Et elle s'est dit, mais en fait, non. Élever 4 enfants, tu vois, avec c'est une du bonne travail. éducation, de leur transmettre des valeurs qui sont importantes pour toi, d'être présente pour tes enfants, mais ça a énormément de valeur, en fait, tu vois. C'est Ouais, 4 futurs citoyens. Ils sont déjà citoyens, mais c'est 4 futurs adultes qui ouais, seront ouais. peut-être construits avec le moins de blessures possibles parce que tu auras été présente pour eux, tu vois. Donc, être présente pour ses enfants, être présent pour son foyer, c'est pas rien dans tous les cas. Donc, c'est pour ça que je te dis, j'accompagne pas que des entrepreneurs parce que pour moi, on a autre chose à apporter que au-delà de nos métiers. Ouais, ouais, Et d'ailleurs, totalement. tu sais qu'au Japon, d'où nous vient l'ikigai, ils parlent même pas de voie professionnelle hein, de base. C'est pas du tout un truc rémunéré. C'est un truc de fou. C'était ramené en Occident en mode ikigai, mission de vie, c'est quoi que je fais? Mais non, en fait. Tu peux Ouais, être ouais. même au foyer, être dans ton ikigai. Tu peux être bénévole à côté, être présente pour tes enfants, faire des choses qui te font du bien à toi. Enfin, C'est un c'est équilibre, en fait. C'est un équilibre de exactement. vie. C'est un Oui. équilibre de vie. Est-ce que tu as comme ça des personnes avec lesquelles tu as travaillé et que tu trouves vachement inspirantes, qui sont passées au-delà de tout ça? Mais je crois que toutes les femmes que j'accompagne, elles m'inspirent, tu vois. C'est des Ouais, femmes que je trouve, moi je trouve ça
pas facile de vouloir changer des choses dans sa vie. On veut tous le faire, mais on est peu à prendre, tu vois, d'avoir le déclic de dire ok, j'y vais, je prends le pas et je change des choses qui me correspondent, qui me conviennent pas dans ma vie. Mais je dirais que celle qui c'est ma dernière cliente, c'est pour ça que j'en parle parce que c'est la plus fraîche. Donc c'était au début de l'été, avant que je prenne mes petites vacances. Elle est venue à moi, elle n'avait pas du tout confiance en elle. Donc c'est quelqu'un qui se dévalorise énormément. Elle sortait de 6 ans justement d'être mère au foyer, à s'occuper de ses enfants, alors qu'elle était très active avant. Perte de confiance en elle, l'impression que finalement, elle servait pas à grand-chose, que les autres faisaient mieux que elle, etc. Et donc, à la fin de l'accompagnement, donc elle a passé des entretiens, tu vois, pour reprendre une vie de salariée, mais en gardant son voile. C'est-à-dire que pour elle, son challenge, c'était garder son voile parce qu'elle ne voulait pas réussir au détriment de ses valeurs, tu vois, qui étaient importantes. Et aujourd'hui, elle a un poste de directrice d'une restauration, d'une chaîne de restauration, où elle peut aller avec son voile, tu vois, et qui respecte sa réalité de vie, qui respecte les horaires pour qu'elle puisse récupérer ses enfants à l'école, qui respecte ses valeurs à elle, qui la challenge, qui est elle est en partie dans son ikigai, tu vois. Elle s'est Et battue pour c'est ça, hein. parti de... C'est un Comment? combat, hein. Elle a dû se battre pour ça, c'est un combat, ça, hein. Exactement. T'as beaucoup de. Moi, c'est ce qui m'a poussée à être à mon compte, tu vois. Je voulais pas enlever mon voile et je me disais, je sais pas si c'est le cas, hein, mais en tout cas, je me disais, ma croyance était, je ne trouverai jamais un poste qui me plaît avec mon voile. C'est Je me vrai? disais, pas possible. Tu vois, Ouais, je me disais, tu vois, pas possible. c'est une réflexion. Moi, je suis dans le même cas que toi. Moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avant. J'y étais et à un moment, j'ai testé de reprendre un peu le salariat parce que j'étais sur une période un peu difficile et j'ai eu beaucoup de refus. Alors que j'en avais jamais eu, j'en avais jamais eu en tout cas et professionnellement. Euh, et j'ai trouvé ça violent en fait d'arriver à cette conclusion de se dire en fait la seule voie que j'ai pour pouvoir justement conserver mon voile parce qu'en fait le marché est féroce sur ça je trouve c'est de rester à mon compte. Donc après ça a ses avantages, hein. Faut pas se mentir, on peut gérer notre temps, on peut gérer beaucoup de choses derrière, conserver nos valeurs, pratiquer notre foi comme on le veut. Mais c'est vrai que je trouve que c'est difficile et t'as beaucoup de femmes qui sont dans cette situation. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir et qui me disent, voilà, qu'elles ont du mal, de leur donner un peu de force et compagnie. Tu conseillerais quoi ce genre à ces personnes-là justement? Par rapport au parcours un peu que tu racontes avec ta cliente qui justement a réussi à arriver jusqu'à là. Donc ça nous montre déjà que oui, c'est possible. On a quand même en France, même si le marché est difficile et assez réfractaire par rapport à ça, t'as quand même des personnes qui sont très ouvertes. C'est juste que moi je pense que c'est très difficile de mettre la main dessus. Tu conseillerais quoi à ces personnes? Alors, des personnes qui veulent garder leur voile et veulent rester salariées, c'est ça? C'est ça, et en même temps, tu vois, garder un peu leur équilibre de vie, tu vois, pouvoir se dire bon ben ok, c'est pas que garder le voile, c'est aussi, tu vois, garder sa foi, mais aussi être une maman, être une femme, avoir des horaires qui soient adaptés. T'as toutes ces problématiques-là qui viennent se regrouper chez une seule personne en fait. Ça, c'est difficile. Mais je pense qu'effectivement, ça nous concerne toutes, en fait, qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur. Et je pense que ce qui est important, c'est de déterminer son essentiel. Toi, dans ta vie, pour moi, si tu sais où tu as envie d'aller, si tu sais finalement, ça peut être rejoint ou non par rapport à l'ikigai, on met le nom qu'on veut derrière, mais c'est OK, moi, mon objectif de vie, c'est celui-ci. OK, déjà, premier pas. OK, pour y arriver, est-ce que j'ai une idée de ce que j'ai envie de faire? OK, non, pas d'idée, j'ai une idée. Et aussi, c'est quoi mes limites? C'est quoi que je ne franchis pas? C'est quoi les choses que je m'interdis? Les choses que ça, c'est niette. Ça, travailler le week-end, c'est niette pour moi, etc. Et OK, moi, je sais que j'ai de la valeur et je vais pas. Enfin, c'est un travail sur soi, tu vois, de se dire, j'ai pas besoin d'exceller. Et ça, j'avais fait un post d'ailleurs sur LinkedIn sur ça. J'ai pas besoin d'exceller partout pour avoir ma place et j'ai conscience de mon potentiel et qu'on peut m'accepter comme je suis. Et quand tu as vraiment, ça paraît hyper cliché quand je te dis ça, parce que moi je me dis oui, ok, avoir confiance en soi, mais quand tu as conscience de ton potentiel et conscience de tout ce que tu sais faire et de ta valeur, comment dire, tu t'assois moins sur tes valeurs et sur les limites que tu as posées. Tu te dis ok, je vais pas me rentrer dans un carré, etc. si ça me correspond pas. Je vais être assertive, je vais savoir poser mes limites, je vais savoir, ok, mes besoins ils sont là, je sais me les faire respecter. Et je pense que ce qui est difficile, c'est que souvent on veut plaire, on veut être aimé et ça rejoint, tu sais, ce qu'on dit au début, le prendre un non, prendre un échec. Si on me dit non, c'est pas grave en fait, ok, il n'y a pas de souci. Et je trouve que le voile, c'est au contraire, tu vois, quand tu as un voile, c'est un très bon filtre. C'est-à-dire que si on me refuse parce que j'ai un voile, mais C'est que j'avais
peut-être pas à Merci, travailler avec toi. Ouais. merci en fait, tu vois. Et c'est pas nous qu'on refuse, c'est ce qu'on reflète, c'est ce que ça porte. Si on me dit non, c'est pas parce qu'on m'aime pas moi, c'est parce que ce que je reflète avec mon voile. Et encore une fois, c'est sans juger, parce que moi, je peux comprendre les gens qui ont peur des personnes qui ont des voiles, enfin qui ont, tu sais, la confession musulmane visible. Honnêtement, je peux les comprendre. Et je pense que c'est la peur de la différence, tu vois, quand on est différent. Donc, parfois, c'est sans juger les autres forcément, tu vois, c'est de se dire, ok, en fait, on n'avait pas à travailler ensemble, mais ça dit rien de ma valeur à moi. Je sais où j'ai envie d'aller, je sais poser mes limites, je sais quels sont mes besoins, je fais les causes. Et le résultat, il ne m'appartient pas. Ce que Ça, j'aurai, c'est énorme. ça sera forcément juste pour moi. Et vraiment avoir cette confiance en se disant, j'ai confiance, entre guillemets, en moi, dans le sens où j'ai ma place, j'ai mon potentiel. Si on me dit non, c'est un rare, tu vois, c'est un bonheur pour moi, il y a une raison à ça. Et d'avancer avec ça. Tu Et vois, ce qui doit se passer, on n'aura jamais la main sur le résultat. Jamais, jamais. là, c'est comme si tu prenais un poids là et tu le poses sur la table, tu dis écoute, ça je m'en débarrasse. Ce qui vient, il vient, ce qui vient pas, Je te jure, c'est vraiment. que c'était pas pour moi. C'est Exactement. libérateur. Hein. Et quand tu avances, et c'est ce qui a fait aussi pour ma cliente la différence, c'est que elle n'a pas confiance en elle. Quand elle a on a vu tout ce qu'elle avait, tout son potentiel, ce qui faisait sens aussi pour moi. Tu vois, le cercle, ce que j'aime, c'est pas pour faire un métier passion, c'est trouver les leviers de motivation. Ça, j'aime ça, l'adrénaline, le challenge. Et elle avait encore plus envie d'avoir ce poste qu'elle s'est dit, waouh, mais ça va me permettre d'avoir ça. Et elle avait confiance en elle, de son potentiel, de ses compétences, de ses talents, etc. Et tu vas aussi dans une autre énergie. Et les gens, ils sentent ton énergie. Je te jure, c'est la vérité, Ouais. ils sentent ton énergie. Quand tu es Ouais. là, comme ça, tu t'excuses et que tu es là, tu sais ce que tu vaux, bah en fait, tu me dis, non, il n'y a pas de souci. En fait, il y en a peut-être 10 autres qui m'attendent, en fait, tu vois. C'est Ça vrai, change c'est vrai, l'énergie aussi. c'est Et puis vrai. voilà, et puis après, en même temps, bah voilà, on enlève ce poids de le résultat ne m'appartient pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est top. Mais tu sais, moi, je suis un peu ça. Hein. C'est-à-dire, Moi, c'est la même chose. Moi, quand j'ai vu Téléréfu, bon, comme tout le monde, hein, on est des humains. Ça m'a donné un coup. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me mentais à moi-même au début, tu vois. Je me suis dit, mais non, mais non, mais non. Et après, quand au téléphone, on te le dit, on te le dit, on te le dit, au bout d'un moment, tu te dis, bah moi, si, en fait, c'est ça. Et là, j'ai fait ce que t'as dit. En fait, moi, j'ai pris ce poids, je l'ai posé. Je me suis dit, bah en fait. C'est tout, c'est que c'est un filtre, viendra ce qui viendra, viendra ce qui m'est destiné. Et je me suis dit, je sais ce que je vaux. On m'a fait des opportunités, enfin on m'a ouvert des opportunités. Je me suis dit, bon bah vas-y, je me lance, j'ai rien à perdre. Et après, de fil en aiguille, c'est arrivé comme ça. Mais tu vois, ça c'est quelque chose qui se travaille, parce que t'as beaucoup de personnes, je vois, tu vois, il y a des personnes qui me disent, mais comment ça c'est que tu fais ça et tout. Je leur dis, mais en fait, vous savez pas, moi il y a des moments où je dis oui, mais je sais pas faire. Mais je me suis sortie volontairement moi-même de ma zone de confort. J'ai donné une deadline, j'ai dit ça, et j'ai tout donné pour ça. Et du coup, maintenant, je suis capable de faire ça. Et il faut mais ça, savoir, en fait, t'as ces zones de confort, ça m'a fait rire sortir de zone de confort, mais vas-y, non, mais moi, c'est ça, c'est continuellement, c'est plein de choses qui sont arrivées. Et moi, je me rappelle quand j'ai commencé la formation, quand on m'a proposé, euh, j'étais voir mon mari et tout, il m'a dit non, mais fais-le. Je lui dis, mais écoute, j'ai 3 jours pour préparer la chose, quoi. Je dis, c'est chaud, 3 jours. Il y avait pas encore l'IA, ChatGPT et tout derrière. Je me suis dit, fou, ça va être dur. Il m'a dit, mais t'as quoi à perdre? Je me suis dit, en fait, t'as raison, je vais le faire. Et ils ont kiffé. Et ça m'a donné encore plus confiance en moi. Et du coup, j'ai encore plus fait ce genre de choses, tu vois, et j'ai fait des trucs de fou. Tu vois, mais juste, en fait, faut... moi, mon truc à moi, c'est de me dire, oui, tu vois, mais pas oui, parce qu'en fait, j'ai peur de dire non, mais oui pour me forcer à faire des choses que j'ai envie de faire et que j'oserais pas faire, en fait, tu vois. C'est un petit coup de pied comme ça que je me balance régulièrement. Et c'est intéressant parce que tu vois, tu m'as dit, ouais, sortir de ma zone de confort. Et moi, je pense que tu te challenges Mmh. et que, au contraire, tu vois, tu es finalement quelque part dans ta zone de génie, dans ta zone de compétence et que tu ne l'aurais pas su si tu ne l'avais pas testé. C'est vrai, c'est vrai. Parce que je pense que quand tu fais de la formation, tu es très bonne dans ce que tu fais et que ça te demande pas un effort surhumain. Non, non. Mais après, tu vois, en fait, c'est comme ça que tu te découvres, en fait, des choses. C'est surtout ça. Et tu vois, moi, tu m'aurais dit, il y a 10 ans, fais de la formation. Il y a même, je me rappelle que je suis sortie de la fac, il y avait un prof qui m'avait appelé, oui, tu peux venir donner des cours, si c'est et tout. J'ai regardé mon mari, je lui dis, franchement, déjà, c'est loin, et puis la formation, ça me dit rien, quoi. Et aujourd'hui, je fais que ça, je lui dis, ouais, je kiffe, et il me dit, mais je t'avais dit d'y aller, quoi. Je dis, ouais, mais quand tu sais pas, quand tu testes pas, tu ne sais pas, et tu vois, on se met beaucoup de blocages, en tout cas.
beaucoup de barrières, de l'impression qu'on n'est pas capable, qu'on va pas y arriver. Et je trouve que moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand tu veux expérimenter quelque chose, à place de te faire du mal en te disant bah j'y vais, il faut souffrir pour réussir, de toute façon j'ai pas le choix, ou faut sortir de sa zone de confort, tu vois, après c'est un peu galvaudé quand on dit ça. Pour moi, c'est ok, j'expérimente, je me dis ok, pourquoi je fais ça, pourquoi j'essaye, c'est quoi l'objectif derrière, ok, est-ce que c'est d'un point de vue business, un point de vue de vie, peu importe. Quelle est la limite que je me donne? Est-ce que je teste ça pendant 3 semaines, un mois, 2 mois, 3 missions, 2 missions? Ok, tu sais, de mettre un peu Ouais. des KPI. Ouais. Et à la fin, je fais un bilan. Est-ce que le bilan, il est positif? Ah ouais, finalement, j'ai kiffé. Ou alors, c'était un peu challengeant, mais j'aime ça, tu vois. Ok, Ouais. finalement, tu gardes cette zone de, entre guillemets, de confort. Alors, j'aime pas. C'est mal connu, je trouve, la zone de confort. On n'aura pas le temps d'en C'est vrai. parler. Mais je trouve que c'est une super ressource pour avancer, tu vois. Et que on te challenge, mais se challenger, c'est pas sortir de sa zone de confort. C'est expérimenter. Mais C'est vrai. expérimenter avec un garde-fou, tu vois, un petit peu autour, pour pas faire ça pendant 6 ans Tu et mets se des rendre compte risques. Tu mets des risques, tu évalues les risques en fait. On arrive déjà à la fin. que ça passe trop Ça vite. passe trop vite. J'ai encore plein de choses à te demander, mais ça passe Ah trop vite. ouais, vraiment. Dis-moi, alors moi j'aimerais bien te laisser le mot de la fin, Lauriane, pour voilà pour que tu nous dises un peu qu'est-ce que tu conseillerais justement à ces personnes, à ces femmes justement qui aimeraient, qui n'osent pas, qui ne connaissent pas toutes ces notions de l'ikigai mais qui aimeraient approfondir dessus. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes-là? Alors, j'ai plein de choses à leur dire. Je dirais que la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de héros. Il n'y a pas de personnes qui sont meilleures que d'autres. Je dis toujours qu'il n'y a pas de personnes sans talent. Il n'y a que des personnes au mauvais endroit. Et pour moi, c'est important d'avoir ça en tête. C'est que si vous avez l'impression aujourd'hui d'être dans un endroit où vous n'êtes pas valorisé, où vous n'avez pas l'impression d'avoir de la valeur, c'est pas forcément, enfin, c'est même sûr, c'est pas vous le problème, c'est l'endroit où vous êtes. Et des fois, c'est de changer d'écosystème, changer, par exemple, si vous êtes entrepreneur, peut-être les personnes que vous servez, bah, c'est pas les bonnes personnes en face de vous. Peut-être que vous le faites de pas la bonne, de pas de 1, 2, 3, d'une façon qui ne vous respecte pas, qui est pas écologique pour vous. Vous n'êtes pas dans votre zone de génie. Donc déjà, il n'y a pas de héros, il n'y a pas de meilleure personne, il n'y a pas de personne sans talent, il n'y a que des personnes au mauvais endroit. Pour moi, c'est déjà important de dire ça. Et aussi, ce qui est important, c'est que personne n'échoue dans la vie. Tout le monde vit sa vie, il n'y a personne qui échoue dans la vie. Je pense que c'est important aussi de ok, on enlève ce poids, je vais pas échouer ma vie. Ta vie, en fait, tu vas pas l'échouer. Personne n'échoue dans sa vie. Par contre, il y a deux types de personnes. Pour moi, tu as les personnes qui vont se laisser dicter quelque part leur vie parce qu'ils se présentent sur leur chemin, parce qu'on attend d'eux, parce que ce que la société attend d'elles. Ah ok, t'es une femme, du coup tu peux pas être ambitieuse. Ou t'es une femme, tu peux pas prendre la parole sur les réseaux ou te montrer. T'es une femme, tu dois t'occuper avant tout de tes enfants. Alors oui, t'as tes enfants, mais tu peux pas faire autre chose. Tu vois, laisser dicter ta vie parce que les gens attendent de toi. Ou alors, la deuxième cas de figure, c'est les personnes qui prennent leur libre arbitre et qui se disent ok, quelque part, même si c'est pas moi qui décide des résultats, je prends la télécommande de ma vie, je la laisse pas aux autres, je la reprends. Je Ouais. la reprends aujourd'hui, tu vois, je la reprends et je vais essayer d'être à l'endroit, pas trouver ma place. En fait, je suis toujours un peu partagée avec ça parce que on est à notre place. On n'a pas besoin, tu vois. Mais il y a comme je disais, c'est qu'il y a que des personnes au mauvais endroit. Trouve la place où tu seras valorisé. Trouve la place où tu kifferas ton métier, ou même si c'est pas ton métier passion, quelque chose qui te donne de la joie au quotidien. Parce que c'est un levier de longévité, la joie, tu vois, d'être heureux, c'est une des causes à faire, Important. d'être heureuse dans ta vie, de mettre du sens dans ce que tu fais. On a tellement perdu de sens aujourd'hui dans ce qu'on fait. Et il y a aussi la notion de slowpreneuriat dont on n'a pas abordé, on n'est pas venu à ça. Mais c'est aussi accepte de ralentir, accepte de faire moins, tu vois. Tu n'auras pas moins de valeur À ton rythme. à ton rythme. Peut-être que, effectivement, ce que tu vises en respectant ta vie et ta réalité, tu vas peut-être pas mettre 1 an à y arriver, peut-être que tu en mettras 3, mais tu seras sur le bon chemin, tu vois. Tu seras sur le chemin où tu as envie d'aller. Donc, ne te crame pas. Donc, ralentis, ne te crame pas, respecte ton fonctionnement, honore tes talents, tu vois. Honore, trouve la place où on t'honore. Et voilà, tu vois. Et C'est après, déjà beaucoup, c'est déjà et avoir une vie énorme. qui a du sens, tu vois. Peu Ouais, importe ce que ouais, tu ouais. fais. Ouais. Lève-toi en ayant des actions qui te donnent l'impression, tu vois, comme je disais au début, de rendre le monde meilleur, même si t'es maman au foyer, si t'es salarié, en avoir une mission bénévole, tu vois, par ton empreinte, tu laisses quelque chose de positif dans le monde, tu vois. Et c'est ça que j'ai envie de leur dire. Super. Et tout le monde a quelque chose de positif, quelque chose à apporter au monde. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Merci beaucoup, c'est super beau ce que tu viens de dire. Avec plaisir, Amina. Merci pour cet Merci, échange. C'était vraiment riche. merci beaucoup, Lauriane, pour toutes ces informations, tous ces tips. Ça a été un plaisir et je te dis à bientôt
et au prochain épisode pour les personnes qui nous regardent. Salut Lauriane. Salut Amina.